Salut tout le monde, c'est Dodo. On continue notre aventure photo avec un épisode un peu moins conceptuel, un peu plus pratique. Aujourd'hui, on va parler technique, on va parler de la base d'une photo, donc l'exposition, et on va parler du coup du triangle d'exposition. Aujourd'hui, on s'accroche un petit peu et on justifie la passion parce que c'est un peu plus technique. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important ce triangle d'exposition ? Bah, ce triangle, c'est de 3 paramètres, parce que c'est un triangle en fait. 1, 2, 3. Et c'est ça qui va régler votre exposition. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Trois paramètres qui règlent une exposition, le triangle d'exposition. L'exposition, c'est comme ça qu'on appelle la quantité de lumière que va recevoir votre capteur, qu'il soit numérique ou argentique d'ailleurs, parce que c'est ça la photographie. Photographie, on écrit avec la lumière. Donc ça, on le garde bien en tête. Aujourd'hui, on a des appareils qui font quand même tout automatiquement. Là, moi, je filme, j'ai mis le truc en mode tout automatique, parce que s'il y a le soleil qui sort, machin, je m'en occupe pas. Et ces expositions automatiques, c'est super efficace, et c'est très très efficace depuis au moins les années 70. La fin des années 70. Alors vous allez me dire, Dodo, qu'est-ce que j'en ai à faire moi de ton triangle ? Parce que si le truc il fait tout seul, je m'en fous moi. Alors oui, mais non en fait. Alors déjà, bienvenue sur mon setup juste de photos. J'ai pas mis la caméra parce qu'elle a plus de batterie. Alors... Donc c'est comme ça, je peux vous montrer mes photos directement et on en discute. Ça pourra faire l'objet de stream. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on laisse pas faire l'appareil tout seul ? Déjà parce que l'exposition correcte, c'est quelque chose de subjectif aussi. On peut choisir de compenser en surexposant ou en sous-exposant la photo. Surexposer une photo, ça veut dire la rendre plus claire, de la plus claire à la rendre plus sombre. Là, c'est l'image telle qu'elle sort de l'appareil photo. Il a choisi cette exposition-là. Dans le cratère du Piton de la Fournaise, c'était en février. On parle souvent de stop, de diaph, pour définir un palier de variation. Donc, un palier de variation, qu'est-ce que c'est ? C'est on double ou on divise par 2 la quantité de lumière disponible. Par exemple, un palier, ça va vous donner ça en plus. 2 paliers, ça en plus. Moins 1, on est là. Moins 2, moins 3, etc. Donc, et après, on choisit à son goût. Par exemple, on voit que cette photo, par exemple, aurait tendance, en réglage, à être un tout petit poil. Elle pourrait être surexposée un tout petit poil. Donc là, on a vu sur le PC déjà ce que c'était l'exposition. Et pourquoi est-ce que c'est important de la régler selon son goût ? Et puis vous vous doutez bien que si on a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer, ils changent des trucs sur votre photo, ces machins-là. Donc ces 3 trucs, c'est l'ouverture, la vitesse et la sensibilité. Donc on va jouer entre ces 3 paramètres pour avoir l'exposition que on veut. Donc la photo soit plus claire ou plus foncée. Pour moi, c'est vraiment la base technique de la photo. Et on explorera un petit peu tous les autres trucs à côté. Mais le but de votre photo, déjà, c'est d'avoir une photo bien exposée, bien composée. Voilà, tout ce qui est composition, focale, autres techniques, c'est vraiment ce qu'on va apprendre avec la pratique. Notamment ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Elle doit être par là. Ça se répond, mes trucs. La première notion, c'est l'ouverture de votre objectif. C'est à quel point le diaphragme, il va rester ouvert, plus ou moins ouvert, pour laisser la lumière. Donc, je vous le montre. C'est un Nikon de la fin des années... Début des années 80, fin 70. Donc, vous le voyez, là, il est ouvert. C'est quelle bague ? Je ne l'ai pas depuis longtemps. Donc, on voit que là, il est un peu plus fermé, là il s'ouvre, et donc en fait il va varier de son ouverture maximum à minimale. Donc là il n'est pas fermé, il y a un tout petit trou au milieu, je vais essayer de vous le mettre en face du mur. Là vous le voyez bien, donc là c'est hop, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, voilà. Je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Et hop, et je suis à l'envers en plus de l'autre côté, vous pouvez me voir, c'est photoception, c'est magnifique. La vitesse, c'est combien de temps est-ce que l'obturateur va rester ouvert. Alors l'obturateur, c'est pas le diaphragme. Des fois ça peut l'être, mais là non. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça marche. Là, on est sur un Foca PF1, donc des années 1950, donc un objectif interchangeable, l'objectif le voilà. Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit celui-là, et alors c'est pas exactement le même système, mais le principe est le même. Ça s'ouvre et ça se ferme, ça s'ouvre et ça se ferme. Ça se ferme et ça s'ouvre. Donc ça, c'est votre ouverture. La vitesse, donc c'est combien de temps on va laisser ouvrir notre obturateur. Donc c'est le truc en tissu derrière. Ça, c'est 1 centième de seconde. Je vais pas tous vous les faire. On peut le laisser plus ou moins ouvert longtemps, quoi.
Voilà, donc là, hop, plusieurs secondes. Alors, en général, c'est plus en centièmes de seconde. Mais on va y revenir. Et la sensibilité, c'est un peu... Je veux dire, vous expliquer, c'est vraiment à quel point votre capteur va être sensible. Sur un numérique, ça se fait automatiquement. Par contre, à l'époque, qu'on avait, c'était des petites cartouches comme ça. Je sais pas si vous les avez connues. Et oh, focus, focus. Voilà. Donc, vous avez du 400 et du 100 ISO. Le capteur est plus ou moins sensible à la lumière. Alors, l'ouverture, ça se note f/. Donc, c'est un ratio entre la taille du trou laissé ouvert. Donc là, on est à f1,8. Là, on est à f16. Donc voilà, c'est entre la taille du trou et la longueur focale de... Je vous mettrai l'épisode de C'est pas sorcier. Voilà, hein, ça va bien vous expliquer. Énorme! Et alors, qu'est-ce que ça change? Outre le fait que ça laisse plus ou moins de lumière rentrer, ça va être votre profondeur de champ. Donc vous voyez là derrière, c'est un peu flou. Si je veux fermer un peu plus, vous verriez tout le bordel qu'il y a. Vous verriez encore mieux tout le bordel qu'il y a chez moi derrière. C'est ce qu'on appelle souvent le bokeh, le flou derrière. On l'appelle de plus en plus le bokeh, c'est un terme américanisé, dévié du japonais. Je crois que ça veut dire flou en japonais, mais je suis pas sûr. Si vous parlez japonais, dites-le moi dans les commentaires. La vitesse, c'est plus facile, hein, ça se note en secondes. Le plus souvent, on est dans des fractions de secondes. Hein, donc voilà, là celui-là, hop, je sais pas si on va le voir, on va du 25e de seconde au 500e de seconde. C'est un très vieil appareil photo, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Et après, le mode bulb, où on décide vraiment, pour les longues expositions, de combien on veut le laisser ouvert. Et est-ce que vous allez le voir que ça s'ouvre? Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment très court et donc voilà, ça va laisser le capteur exposer un 500e de seconde. Et alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est en fait tout simplement parce que la plupart du temps, on veut pas que ça bouge sur une photo, mais des fois, on va vouloir que ça bouge un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu des exemples au fur et à mesure, vous inquiétez pas. La sensibilité, là, ça suit une norme ISO, hein, donc on appelle ça des ISO, même si tout est standardisé selon des normes ISO. Voilà, si vous faites de la standardisation, ça doit vous faire hérisser les cheveux, qu'on appelle juste ça des ISO, mais bon, voilà. Plus le chiffre est haut, plus c'est sensible. C'est véritablement le seul paramètre qu'on va adapter aux autres ou auquel on va s'adapter. En limitant les autres, si on est en argentique, ou en limitant la sensibilité si on est en numérique. C'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'aspect créatif avec ça, donc... plus le chiffre est haut, moins l'image est bonne, entre guillemets. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on va essayer de limiter la sensibilité au maximum. Mais ça, c'est peut-être pas trop la peine de se prendre la tête avec ça pour le moment. Donc, le but du jeu, ça va être de jouer avec ces trois machins-là pour trouver le bon look que vous voulez donner à votre photo et tomber sur le bon palier d'exposition. Donc là, il y a une certaine gymnastique du bousin à faire. Là, je vous l'explique un peu mal, mais on y reviendra en pratique et ce sera normalement beaucoup plus clair. Bon, du coup, on a plusieurs notations pour le dire. Un palier, un stop, un diaphragme, hein, parce que vous l'avez vu, une notation du diaphragme, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, à chaque cran, on va diviser par 2 la quantité de lumière qui rentre. Là, c'est un palier d'exposition, 2 paliers d'exposition, 3 paliers, etc., etc., etc. Parce que quand même, c'est défini tout ça. Hein. Les mecs, ils ont pas fait ça au pif total. Et pour la sensibilité et la vitesse, c'est tout simple. On double simplement l'unité. Là, c'est totalement linéaire. Donc si on commence un ISO 100, si on veut doubler la quantité de lumière, on monte à l'ISO 200 pour passer de ça qui est un ISO 100 à ça qui est un ISO 400, on a fait deux paliers. Et donc comme je vous disais, le diaphragme c'est pas linéaire, on passe donc de F2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11 et 16. Ça se comprend très très vite, même si au début ça peut faire un petit peu peur. Après, n'ayez pas peur non plus des grands chiffres, parce que si on double à chaque fois, ça veut dire qu'on a le même écart entre un 25e, voilà là j'ai un 25e de seconde, ça entre un 25e et un 50e, c'est le même écart que j'aurai entre un 500e et 1 millième de seconde, ou que j'aurai entre 15 et 30 secondes d'exposition. Vous prenez pas trop la tête, x2 à chaque fois. Et pareil pour la sensibilité. Passer de 100 à 200 ISO, ça fait un palier, et passer de 6400 à 12800, ça fait un autre palier. Bon, hein, on respire, on continue, ça va bien se passer. Donc, comme je vous le disais, chaque réglage, ça a un effet différent. On a vu que jouer avec l'ouverture, ça permettait de faire des réglages, ça permettait de jouer avec la profondeur de champ, donc que ce soit plus ou moins flou derrière, et des fois, sur un portrait par exemple, on va vouloir isoler le sujet, donc que ce soit flou derrière, mais par contre sur un paysage, on va vouloir avoir une grande profondeur de champ, et donc que ce soit pas flou nulle part, en fait, que ce soit flou nulle part. Donc on passe juste sur OBS, comme ça on comprend bien. Je vous présente un petit zozio turc,
où on est à F3.5. Donc on est en Turquie, si vous voulez savoir exactement où est-ce qu'on est. Et on est au-dessus de la ville de Ordu, sur la petite colline de Buztepe. Hop, et on est quasiment là, quoi. Hein. C'est vraiment... Bah voilà, c'est vraiment sur ces poteaux, poteaux un peu plus loin là-bas. C'est vraiment ici, là. Ou un peu plus bas. Mais voilà, c'est vraiment ici que cette photo a été prise. Donc on joue un peu à GeoGuessr en même temps, restez avec moi, vous allez voir, normalement ça marche bien. Donc du coup, on est à 3.5, c'est un objectif qui peut ouvrir jusqu'à f1.8. Donc si vous savez pas du tout ce que ça veut dire, c'est juste que ça peut ouvrir encore plus et donc que derrière ce soit encore plus flou. C'est relativement ouvert sur un 50 mm et vu que l'arrière-plan était relativement loin, moi ce que j'ai voulu garder c'est quand même une profondeur de champ assez vaste pour compenser le manque de réactivité de mon appareil photo et un focus des fois assez aléatoire, et on voit que ça n'a pas non plus été d'une grande efficacité. On voit qu'il y avait quand même des familles qui regardaient, qui étaient là ce matin-là, parce qu'il faisait quand même grand froid, il faisait pas très beau l'année dernière en juillet en Turquie. Contrairement à ici où vous cuisiez à 40 degrés, moi j'étais tranquillou bilou en Turquie au frais. Allez, deuxième photo où je vous montre pour la profondeur de champ, parce que des fois, là sur un sujet comme ça, un sujet simple, un moineau, c'est très bien de pouvoir le détacher du sujet, mais des fois sur un paysage par exemple, on va justement avoir envie que tout soit net. Et donc du coup, on retourne au sud d'Istanbul, du coup à Bursak, la 4e ville turque, enfin un peu aux alentours de Bursa, sur le lac de, j'ai oublié le nom, on y retourne, maintenant je sais où c'est, je triche. Ulubatgulu, bref, quelque chose comme ça. Ici, hop, pile ici. C'était ici, avec moins d'eau. Et ces monsieur et madame n'étaient pas là. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas encore sur le pont, ou ils étaient déjà partis du pont quand j'ai pris la photo. Et on voit que, alors je suis à f5.6, mais c'est parce que c'est pas du tout le même objectif. Ça, c'est l'épisode sur la profondeur de champ. Je vous le ferai probablement plus tard. Dites-le moi quand même dans les commentaires si vous voulez le voir. Je suis pas sûr que je le fasse parce qu'avec la pratique, c'est quelque chose que vous comprendrez un petit peu tout seul, je pense. Et on voit que j'ai fait ma mise au point clairement sur ces petits bateaux là, mais que quand même derrière ça reste quand même relativement net. Là, je suis à 280% de zoom, ça va quoi. J'ai pas d'excellent objectif dans mon sac photo, mais ça nous permet quand même de voir que d'ici, qui était à 1 mètre de moi, jusqu'à cette mosquée qui était à environ, je sais pas moi, centaine de mètres, on va dire, ça reste quand même relativement net, et même les collines de l'autre côté du lac sont relativement nettes, sauf cet oiseau évidemment, parce qu'il va beaucoup trop vite. Évidemment, il n'y a pas que ça pour gérer la profondeur de champ. Je pourrais vous faire un épisode dessus, mais dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc la vitesse, l'effet, il est aussi intuitif, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. L'objectif, c'est de figer ou non une scène, parce qu'on peut vouloir inclure du mouvement. Ici, on est en 2021, Tour de France 2021, avec Stéphane Bisseguer. Je ne connais absolument rien en vélo. Je suis allé retrouver leur numéro sur le site du Tour de France, tout simplement. Avec l'étape, on est ici, on est en bas du col de Port, dans le petit village de Massat, dans l'Ariège, avec l'Arac qui coule ici, qui est un affluent de l'Ariège. Et là, il y avait moins de monde quand même. Du coup, nous sommes avec ces coureurs du Tour de France. Le but, c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir assez souvent si vous suivez des sports automobiles ou des sports où il y a des gens qui vont vite, que ce soit du patinage, que ce soit du roller, que ce soit du skate, que ce soit du vélo ou d'autres choses comme ça, du rallye, de la moto, etc. On va faire ce qu'on appelle un filet. Donc le but du filet, le principe est très simple, ça demande une vraie habitude dans la pratique, c'est qu'on va suivre notre sujet pendant qu'il bouge avec l'appareil photo. Donc ça va permettre finalement de créer du mouvement derrière. Donc vous voyez que les arbres, on a l'impression qu'ils se détachent, qu'ils sont pas fixes. La maison pareil, on dirait qu'elle s'arrache un petit peu. Le panneau du col de Port et le monsieur ou la madame ici, on les voit pas. Par contre, notre sujet se détache vraiment et on a vraiment une impression de vitesse assez folle qui marche assez bien. Voilà, et en plus je me rapproche de maintenant parce que maintenant j'ai un super VTT Rock Rider que j'ai acheté pour vraiment pas cher et j'espère vous emmener dans des superbes aventures que vous avez peut-être vues sur Instagram. Si vous me suivez, allez, j'arrête la pub. Ici, à l'inverse, là, j'ai pas fait de filet. Je les ai un peu attendus et j'ai juste voulu ouvrir au maximum, comme vous le voyez ici, mon objectif. Ah non, même pas, 5-6. J'aurais cru que j'étais à 2,8 quand même là. Donc, il y a peut-être un petit filet parce qu'on dirait que ça se détache bien. Mais voilà, je voulais avoir Tadej Pogacar, mais j'ai eu Rigoberto Urán. Si j'y connais rien, je sais que ce monsieur existe. Lui, Visma, que je l'ai appelé parce qu'il a perdu son numéro. S'il y a des gens qui s'y connaissent en vélo, qui savent qui a perdu son numéro dans l'équipe Visma sur le Tour de France 2021,
Mettez-le moi dans les commentaires parce que j'ai une photo de lui sur Instagram et ce serait bien de le taguer quand même. Puis voilà, après, voilà, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Sachant que c'est quand même beaucoup plus dur de faire ce truc de filet quand ils arrivent de 3/4 que quand ils sont en face de vous. Mais vous voyez que là, quand même, j'ai plutôt bien réussi parce que eux, ils ont quasiment disparu ici. Là, c'est tout flou. Donc voilà, c'est des petites choses qui marchent bien. Technique des longues expositions, comme on va dire, qui est encore plus poussée à l'extrême sur des cours d'eau ou de nuit, quand vous avez vraiment pas beaucoup de lumière, de laisser vraiment très longtemps votre objectif ouvert, enfin votre obturateur ouvert. On peut l'appliquer sur des cours d'eau pour lisser tout ce qui va être en mouvement. Donc là, notamment sur un torrent, là le GeoGuessr il va être balèze parce que c'est vraiment sur une petite route de montagne en Turquie. Je sais plus du tout où c'est. On est à 4 secondes d'exposition, toujours avec mon 50 mm. Et on voit qu'en restant immobile, tout ça c'est évidemment relativement net. Mais là je suis à f8, donc j'ai encore fermé mon objectif, ce qui me donne une bonne profondeur de champ. Mais je floute tout ce qui est en mouvement, notamment les voitures qui passent. On ne détecte que leur phare qui était allumé, et c'est ça qui a imprimé le capteur, mais on ne voit pas les voitures en elles-mêmes. La sensibilité, je l'ai un peu évoqué, ça va également permettre de capter plus ou moins de lumière, parce que en fait tout simplement votre capteur est plus sensible. C'est plus compliqué à vous montrer parce que c'est très abstrait ça. Mais ça apporte pas vraiment d'effet créatif. On va plutôt s'adapter en fonction de la créativité, enfin du réglage qu'on veut faire. On est vraiment sur quelque chose qui va vous permettre de mieux jouer avec les deux autres paramètres comme vous le voulez. Par exemple, si vous manquez de lumière et que vous avez une vitesse trop basse pour figer la scène comme vous le voulez, on va monter la sensibilité. La sensibilité, c'est pas quelque chose de magique. C'est vrai, et c'est vraiment loin d'être magique. Quand vous le voyez, ici, on a ISO 100, donc vraiment le minimum de ce que peut faire en général un appareil photo numérique. Et ici, on est monté à 4000, soit fait 6 fois et demi plus de sensibilité. Et on voit que moi, ce que j'avais envie de faire, c'était quand même de... Alors, je l'ai ouvert au maximum, on est à 2.8, mais vu que je sais que c'est un grand angle, je vais avoir quand même pas mal de profondeur de champ, mais j'ai été obligé de monter vraiment la sensibilité parce qu'il y avait vraiment pas de lumière. J'avais pas de trépied, donc c'est vrai que j'aurais pas pu le bouger, mais vous voyez que là, c'est granuleux, on perd vraiment du détail, et là, on est à 100%, et si je zoome ici à 100%, vous voyez que c'est beaucoup plus fin, il y a beaucoup plus de détails. Bon, en plus, évidemment, c'est un EOS 1300D. Donc, un appareil un peu vieillot aujourd'hui par rapport au standard de montée en sensibilité. Tout ça, c'est bien gentil, mon petit dodo, mais comment qu'on s'en sert, parce que là, tu nous montres des trucs... Ça, c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos assez rapidement, mais alors vous inquiétez pas, depuis quasiment 50 ans maintenant, les fabricants d'appareils photo, ils maîtrisent ça très très bien. Et il vous facilite grandement la vie. Donc, je vous présente mon fidèle 1300D, un Canon, qui a 5 ans, je crois. Il marche toujours du feu de Dieu. Hop, dis bonjour. Bonjour. Et toutes les photos que je vous ai montrées ont été faites avec celui-là. Alors, ça fait un peu pro quand on le regarde comme ça, mais c'est vraiment un appareil ultra basique, comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Même ce qui se faisait il y a 5 ans, ça marche bien, la qualité d'image, elle est top, mais c'est un appareil qui est très 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 basique, et d'occasion, j'en ai vu qui tournait à 200 €. Je trouve ça vraiment top pour débuter, mais ça, prochaine vidéo, donc on s'abonne, je vous donnerai mes conseils pour bien débuter avec un bon appareil photo. Donc, sur le haut, ici, là, vous avez plusieurs modes. Tout ce qui est de ce côté du verre, là, tous les trucs créatifs, machin, avec cette vidéo, on oublie totalement. Pourquoi est-ce qu'on oublie ? Ça va vous faire un petit contrôle, une espèce de sensation de contrôle, mais vous n'allez pas comprendre ce que fait l'appareil photo, ça va pas vous donner l'impression de progresser, vous n'allez pas comprendre comment ça marche. Donc, moi, je vous dis de les abandonner parce que je les trouve pas fun, je les trouve pas intuitifs, c'est nul. Voilà, c'est nul. Pour moi, c'est vraiment nul. Ça va pas vous permettre de progresser ou quoi que ce soit. Après, vous faites ce que vous voulez, je suis pas là derrière vous, moi. C'est mon petit conseil. Tout ce qui est au-dessus du verre, c'est bien. Tout ce qui est en bas, là, c'est nul. On arrête. Ça, on arrête. On n'y touche plus. Donc, on a ce qu'on appelle le PASM. Donc, P, A, normalement S et M. Donc, évidemment, c'est partout pareil, sauf chez Canon. Et moi, j'ai un Canon, donc je peux vous montrer que Canon. Mais bon, bref. Dans tous les cas, l'appareil, il va analyser la scène, il va voir la quantité de lumière, et il va faire une exposition moyenne qui, dans 80% des cas, elle est très bien. Vous n'allez pas la retoucher. Donc, en fait, effectivement, tous les modes automatiques ici, théoriquement, ils sont pas mal. Sauf que, je vais vous montrer pourquoi est-ce que, en fait, vous ne devez pas être sur ces trucs ici. Pourquoi c'est interdit. Donc déjà, on va faire le tour de ce qu'on a. On va
allumer l'appareil photo. On voit l'écran à l'arrière. Donc le P, on va avoir une exposition qui va nous proposer et il va en fait choisir la vitesse, l'ouverture et la sensibilité pour que ça affiche bien la scène, pour qu'il y ait une bonne profondeur de champ, pour tout ça. Et on a la main, alors sur cet appareil-là, sur la sensibilité. Donc on peut jouer avec la sensibilité. Et après, évidemment, tout le reste. Donc tout le reste de l'appareil photo, on peut y toucher. La rafale, est-ce qu'on veut le flash, est-ce qu'on veut pas le flash, etc. Le mode AV chez Canon, qui moi, comme je vous l'ai dit, c'est mon truc de base. On va juste, si vous le voyez, hop, j'ai la molette qui est ici. Et ça va être mon seul réglage. Et en fait, voilà, je vais sélectionner ma profondeur de champ. Et en fait, vous voyez que lui, à côté, bah, il adapte la vitesse tout en gardant la même sensibilité. Si on peut la bloquer ou la laisser en automatique. Et l'appareil, du coup, il va régler la vitesse pour que ce soit pas trop flou. La vitesse, vous l'avez compris, hein, régler la vitesse d'obturation. Bah, la molette, bah, elle fait la même chose, mais dans le sens inverse en fait. Hein. Donc nous, on choisit la vitesse et l'appareil, il choisit le reste. Simple. Basique. Et en fait, bah, manuel, ça va vous forcer à jongler avec les 3 paramètres. Que je recommande pas finalement sur un appareil aussi basique. Simple. Parce qu'on n'a qu'une seule molette. Après, il faut aller sur le truc, machin, sur la sensibilité, etc. etc. C'est un peu plus compliqué et l'appareil finalement, il fait tout très bien. Donc visez le compromis et restez un peu sur ces 2 modes-là. Ou P. Pourquoi est-ce que je vous conseille pas les autres? Bah en fait tout simplement parce que je les trouve extrêmement frustrants. Si on va sur le mode paysage, bah il va faire un réglage par défaut. Je sais pas pourquoi. Ah bah là il me sort pas le flash. Tu me sors pas le flash la coco. Ouais donc ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Et c'est pareil sur tous ces modes là. Hein. Là hop ça je touchais, la rafale. Ah si ça je peux y toucher, ça j'ai le droit. Les ISO j'ai pas le droit, etc. 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 Donc ces modes là ils vont vous frustrer et on n'y touche pas du tout. Donc voilà, ça fait déjà une très très longue vidéo, je pense. Hein. Vous la gardez sous le coude. S'il y a des choses dont vous vous souvenez pas trop, vous pouvez repasser là, la revoir. Et après, on va essayer de repartir en technique pure. On va essayer de repartir sur de la pratique la prochaine fois. Ce sera peut-être un peu plus facile à intégrer. Donc je suis en train de vous préparer un peu une vidéo pour vous montrer tout ça dans la réalité. Hein, comment est-ce que tout ça, ça peut fonctionner. Donc abonnez-vous pour m'encourager. Et on se retrouve très bientôt pour... que vous retrouviez mes petits tips photos et qu'on puisse vivre une aventure un peu sur la photo et qu'on puisse vraiment tout comprendre comment ça marche. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Tchuss!